Salut, bonjour à tous et à toutes, bonjour l'Afrique, bonjour à tous les Africains, avec ou sans fric. En tout cas, aujourd'hui, le trafic à travers les autoroutes de l'actualité et aussi du divertissement à travers les différentes régions d'Afrique est lancé sur For You Télévision. Nous sommes rendus au vendredi 19 août 2022 et à un jour du grand dialogue national inclusif du côté du Tchad. On en parle ce matin, ce sera notre point focal, ce sera le sujet du jour autour duquel vont se greffer d'autres actualités, l'info du jour, le buzz du jour, l'image du jour et bien sûr, voilà, l'invité du jour sera également de la partie Romaric Tenda, journaliste émérite camerounais qui viendra décrypter avec nous l'actualité, les différents sujets d'actualité qui vont être traités dans cette émission qui associe parfaitement et allègrement le divertissement et l'actualité. Et pour ce faire, une grande équipe s'est mobilisée, bien sûr, pour vous servir tout ce que vous aurez sur ce plateau, mais aussi, on va dire, en termes d'information. Et on va simplement dire bonjour ce matin à deux charmantes demoiselles, ou dames, si vous voulez. Voilà. Je commence par ma gauche. Avec Emma Mouto, une charmante créature féminine qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour Kwakap, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Télévision, bonjour l'Afrique. J'espère que ça va super bien ce matin. Vous savez, c'est le vendredi. Voilà, on dit souvent que le vendredi, tout est permis. Hein. Effectivement. Bon, peut-être pas tout, beaucoup de choses sont permises. Ça va? Ça va super bien. D'accord. Alors, on vous retrouve dans un instant pour l'info du jour qui nous conduit du côté du Sénégal. Sunugal, Nangalef, à tous les Sénégalais depuis Dakar, Ziguinchor et autres villes du Sénégal. Bonjour aussi à Macky Sall, voilà, qui certainement nous regarde ce matin. J'espère que vous n'allez pas trop les gratigner. No comment. Allez, on va retrouver la queen de ce plateau. Elle aussi rayonnante aujourd'hui et toujours souriante. Elle s'appelle Queen Kwetu. Bonjour. Bonjour Kwakap. Bonjour également à tous nos téléspectateurs et internautes qui sont à l'instant en train de regarder le programme. Et j'en profite pour dire bon début de week-end également à tous les uns et les autres. Voilà, merci Queen Kwetu. On vous retrouve dans un instant pour l'image du jour qui nous conduit au Nigeria, avec un petit brin de culture, on va évoquer un artiste qui écope de la peine de mort, littéralement, du côté de Nigeria, à seulement 22 ans. Il a été inculpé pour la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort, littéralement. Il a fait recours et malheureusement, son recours n'a pas eu un retour positif, on va dire ça comme ça. Et il appelle au secours. Et l'appel au secours, ça fait énormément jaser, malgré l'intervention de beaucoup d'ONG et autres organismes de droits de l'homme. La justice a tranché. Il est inculpé notamment de blasphème. Voilà. En tout cas, vous aurez plus de détails concernant cet artiste dans quelques instants. Ah ben oui, on garde le meilleur pour la suite. On garde le bisou pour la sieste. Comme avait dit un artiste, vous le connaissez? Non. Vous ne connaissez pas? Bisous pour la sieste? Ouais. Non. Gardez les bisous pour la sieste. Yeah. Analyse. Rabarabi. Bonsoir sur la tomate. On va lui dire bonjour depuis, il nous regarde certainement depuis un coin du Cameroun, notamment à Bomona. Le grand maître Rabarabi, petit pays. Tout de suite, voici le sujet du jour. Le sujet du jour qui nous conduit du côté du Tchad, à N'Djamena précisément, où se tiendra demain, où démarrera, parce que c'est pendant 21 jours que ça aura lieu, ce grand dialogue national inclusif qui rassemblera toutes les parties prenantes pour le dialogue et aussi pour la paix du côté du Tchad. On parle donc du défi, des défis du dialogue national inclusif du côté du Tchad. Après plusieurs reports, le dialogue national inclusif qui doit permettre la tenue d'élections libres et démocratiques et la remise du pouvoir aux civils s'ouvre ce samedi à N'Djamena, un événement aux multiples enjeux à 2 mois de la fin de la transition militaire qui devrait intervenir au mois d'octobre 2022, car en effet, vous le savez certainement, alors on vous rappelle, en avril 2021, le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis plus de 30 ans, et tout juste réélu pour un 6e mandat, était tué en se rendant au front contre des rebelles. Son fils, le général Mahamat Idriss Déby, commandant de la redoutée
garde présidentielle sera nommé à la tête d'un conseil militaire de transition aux côtés de 15 généraux fidèles donc à son défunt père. La constitution sera abrogée et le parlement dissous. Le nouvel homme fort du Tchad qui nomme les membres du gouvernement et ceux d'un parlement de transition promet de nouvelles institutions du côté Tchad, institutions pérennes, soit dit en passant, et des élections libres et démocratiques, l'issue d'une transition de 18 mois, censée se terminer donc en octobre, je l'ai tantôt dit. La communauté internationale, France, Union africaine en tête, appelle les autorités à respecter le calendrier, mais ces scrutins doivent se tenir après deux échéances. D'abord, un vrai dialogue avec des groupes armés qui ont mené de nombreuses offensives dans cet état d'Afrique centrale, avant la tenue du dialogue national inclusif à Djamena le 8 août précisément. Après 5 mois de discussion au Qatar, une groupes armés tchadiens, mais 102 parmi deux absents, voilà, parmi les plus puissants, signent avec le pouvoir militaire de transition un accord de paix qui prévoit notamment un cessez-le-feu. Ce pré-dialogue était un impératif pour leur participation au dialogue national inclusif. Ce dialogue initié pour tourner la page de la transition et mettre en place un régime démocratique et une alternance est donc un moment charnière pour l'avenir du Tchad, un moment historique qui connaîtra la participation de deux grandes figures de la rébellion ces 10 dernières années, rentrées en Djamena ce jeudi, donc hier, pour participer à l'ouverture de ce dialogue national inclusif. Monsieur Tiban Erdimi et Mahamat Nouri, deux chefs rebelles au parcours politique pratiquement similaire, car en effet, au milieu des années 2000, les deux hommes devenus des personnalités importantes du régime de Idriss Déby Itno, rebelle contre le troisième mandat que le président s'apprête à briguer et crée deux mouvements rebelles à partir du Soudan. Ils forment une coalition et arrivent aux portes du palais présidentiel, mais sont repoussés in extremis avec notamment l'intervention de l'armée française. On se rappelle, à l'époque, ça avait fait les choux gras de la presse. Voilà, donc cette intervention française. Les rebelles étaient vaincus militairement. En mai 2009, ils partiront donc en exil. Mahamat Nouri en France et Timan Erdimi au Qatar. Voilà donc quelle destination qu'ils avaient choisie. Et puis depuis février 2008, c'est la première fois que les deux hommes foulent à nouveau le sol de Djamena, cette fois-ci sans des armes à la main. Ce dialogue donc qui doit durer 21 jours va permettre d'adopter une nouvelle constitution et qui sera soumise à un référendum. Les quelques 1400 délégués, membres des syndicats, de partis politiques, du Parlement de transition, voilà, et des membres des syndicats, du Parlement de transition, de groupes armés se réuniront au palais du 15 janvier en commission pour se pencher sur les questions aussi diverses que la réforme de l'État et le processus électoral. Mais il faut savoir, mes chers amis, que cette initiative suscite toutefois quelques interrogations et quelques inquiétudes, notamment sur l'absence du Front national pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, un des principaux groupes rebelles à l'origine de l'offensive qui a coûté la vie à Idriss Déby Itno. Ce groupe n'a pas signé l'accord de Doha au Qatar et ne devrait pas participer au dialogue qu'il le considère comme biaisé d'avance. Une partie de l'opposition également sera absente des discussions. En avril, Wakit Tama, une plateforme regroupant partis d'opposition et société civile, avait annoncé se retirer du dialogue, accusant les autorités de perpétuer les violations des droits humains. Voilà, l'opposition estime que 80% des membres sont proches du pouvoir. Et cependant, la question qu'on se pose, est-ce que ce grand dialogue national inclusif a des chances de réussir, d'aboutir? On devrait en parler avec notre consultant, Monsieur Nobi Siwafo, et aussi notre invité, Monsieur Romaric Tenda, qui est journaliste. Mais sur ce plateau, on peut déjà commencer à analyser chacun ou chacune selon son angle. Alors, Mouto, ce dialogue national inclusif du côté du Tchad, a-t-il des chances d'aboutir quand on sait qu'il y a des absents de marque? Et il y a l'opposition qui boude et qui estime que 80% des participants à ce grand dialogue sont proches du pouvoir et donc forcément devrait jouer le jeu du pouvoir.
voilà, on espère que ce dialogue sera vraiment positif parce que le dialogue a été reporté, je crois, 2 fois, en février, ensuite en mai. Il faut bien que le pouvoir soit remis aux civils. Donc, durant le dialogue, durant ces 21 jours, ils vont tabler sur... voilà, sur la remise du pouvoir aux civils. Donc, on espère vraiment qu'au sorti de ce dialogue, il y aura des solutions vraiment concrètes pour que, voilà, pour que le pouvoir soit remis aux civils. Donc, le jour J, c'est demain. Donc, on attend et on espère que durant ces 21 jours, il y aura vraiment des solutions concrètes pour la remise du pouvoir aux civils. Voilà. Alors, Kouetchou, est-ce que vous pensez que le jeune Mamad Déby est sincère dans cette démarche? Vous croyez en sa promesse de remettre le pouvoir aux civils à l'issue de la transition qui s'achève en principe en octobre? C'est clair que dans tout jeu politique, hein, il peut y avoir des intentions sous-jacentes, mais pour l'heure, si l'on s'en tient quand même aux démarches qu'il a entreprises, on peut être tenté quand même de dire que oui, il y a peut-être réellement une intention de réunir autour d'une table opposition et gouvernement de transition. On a vu hier l'arrivée d'ailleurs de ces grandes figures de l'opposition. Et de la rébellion surtout, voilà. C'est un signal fort. Imad Erdimi d'ailleurs. Oui, c'est un signal fort. C'est un signal fort quand même. Voilà, que de l'avoir déjà initié à Doha. Moi déjà j'avais trouvé ça assez salutaire du côté du Qatar. Une zone, un terrain neutre. Un terrain neutre, une zone neutre effectivement, qui avait quand même quelque peu rassuré ces représentants de mouvements rebelles, qui avaient donc répondu présent. Qui ont répondu présent et qui aujourd'hui à J-1 de ce dialogue inclusif très attendu, continue quand même de répondre présent. Erdimi, qui lui était quand même à plus d'une décennie en exil et qui prend quand même sur lui de revenir au Tchad, c'est dire qu'il se sent quand même dans une relative sécurité. Qu'il se sent également concerné. Voilà, et qu'il est quand même engagé à prendre part à ce dialogue qui, on l'espère, pourra effectivement déboucher sur des élections libres et un retour donc du pouvoir aux civils. Et ben voilà. Alors, ces rebelles qui ont foulé le sol du Tchad hier, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de sérieux de ces dialogues-là? Est-ce que Mamad Déby ne voudra pas... Parce que le pouvoir, il est sucré, comme on dit tantôt. Est-ce qu'après y avoir goûté pendant 18 mois, on ne va pas se dire, bon, si déjà je continue parce que pour l'instant, il faut sécuriser d'abord le territoire. J'ai l'impression qu'il y a trop de rebelles là, il faut d'abord sécuriser un peu. Je prends encore 2 ans, 3 ans. Ça ne peut pas arriver. C'est clair que les multiples ajournements déjà qu'auront connu la tenue de ce dialogue témoignent de ce qu'il y a. Il y a des éléments forcément qui n'ont pas pu être implémentés dans le projet du jeune président Mahamat Idriss Déby. Maintenant, est-ce que c'était clairement une façon simplement d'asseoir une certaine politique qui l'assurerait qu'il garderait potentiellement ce pouvoir qui, comme tu le dis, est assez sucré. Ou c'était simplement question de pouvoir s'accorder avec ces chefs rebelles d'une entente ou pourquoi pas d'une coalition, de la possibilité, pourquoi pas d'un partage du pouvoir. On ne le saura pas forcément avant la tenue de ce dialogue qui, on l'espère, va pouvoir accoucher de quelque chose. Oui, espérons-le, parce qu'il y a quand même des grincements dedans. Et on en parlait à la radio il y a quelques jours, cette interpellation de la part de la société civile, quelques organisations, qui appelaient le président Mamad Déby à un dialogue plus inclusif. Parce qu'ils estimaient que ce n'était pas totalement inclusif, parce qu'il y avait une partie de l'opposition et même de la société civile qui avait été mise de côté. Est-ce qu'on va finalement accepter ce qui va sortir de ce grand dialogue national inclusif, sachant que on commence déjà à contester bien sûr la légitimité entre guillemets des personnes, des participants à ce dialogue, puisqu'on parle de 80% de participants qui sont proches de Mahamat. Bon, mais maintenant, proches, c'est les caïmans. C'est clairement des personnalités qui ont montré très tôt une volonté d'avoir le pouvoir.
D'ailleurs, Erdimi, qui lui est rentré hier, avait clairement intenté un coup d'État à l'endroit de celui qui était même son oncle. Papa, oui, son oncle, c'est dire vraiment à quel point il avait ses intentions donc de passer au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il s'agira simplement de partager le gâteau, c'est-à-dire le pouvoir c'est une grille de lecture, c'est une grille de lecture. En tout cas, pour ma part, c'est clairement un angle à parce qu'on oublie que ces classiques-là, c'est des anciens proches de Idriss Déby. Les anciens proches, ses amis, ils fonctionnent ensemble, mais ils ont contesté son 3e mandat quand il a voulu se représenter. Et voilà, ce qui a donc créé cette fissure, cette cassure entre les 3 protagonistes. Les 2 sont allés en rébellion contre Idriss Déby et ont dit justement que ils ont failli s'emparer du palais, n'eût été l'arrivée de Romaric Tenda sur ce plateau. Ah, ça, pour la transition, c'est une transition. Romaric Tenda, journaliste, voilà, il est sur ce plateau. On va peut-être lui dire bonjour. Bonjour Romaric et bienvenue. Bonjour Yannick, bonjour à tout le panel. Comment ça va ce matin? Assez bien, merci. Ça vous fait quoi d'être entouré par de charmantes créatures comme ça? Ça fait du bien. C'est la particularité de l'Afrique. Chez nous, il y a des beautés exceptionnelles. Voilà. Et de savoir qu'elles entourent et colorent ce plateau, c'est avec un grand bonheur qu'on est là. Magnifique. Applaudissez pour vous-même alors. Mais c'est pas possible ça. On vous vend tout comme ça. Si j'étais... Non. Merci. Si j'étais à votre place, je comprends ce que vous voulez faire là. Je vois où vous l'avez dit. Si j'étais à votre place, je sortirais quelques billets et je faroterais Romaric Tenda. Pour ce compliment. Voilà. Je fais un retour de compliment à compliment, en complimentant sa belle tenue qui colore aussi assez bien ce studio. Africaine. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'Afrique qui gagne. Alors Romaric, vous nous avez écouté, échangé sur ce sujet, le grand dialogue national inclusif du côté du Tchad. N'Djamena abritera pendant 21 jours ce grand dialogue à l'issue duquel on espère que des résolutions fortes sortiront, peut-être le passage du pouvoir au civil, peut-être l'organisation des élections libres et transparentes, sans que peut-être Mahamat Déby ne se présente. Quelle lecture faites-vous de cette actualité? Alors déjà, je voudrais de prime abord dire que c'est une actualité extrêmement importante pour la vie politique du Tchad, parce que le Tchad va connaître des moments assez bouleversants et assez secoués par rapport à cette actualité. Je voudrais d'abord d'entrée de jeu saluer l'ouverture d'esprit des acteurs politiques du Tchad qui décident de mettre sur pied ce grand dialogue national qui pourra effectivement aboutir à un consensus et permettre à la place politique tchadienne d'avoir son renouvellement et d'avoir un nouvel homme fort à la tête du pays. Et comme vous l'avez dit dans votre propos, on espère que ça ne pourrait pas être le fils de l'ancien président qui a assuré l'intérim du pouvoir. Mais dans la lecture politique, je serais mal positionné de dire que Mahamat Idriss Déby ne voudrait pas se représenter. Ne voudrait pas se présenter. C'est une ambition légitime. C'est une ambition légitime. Il en a le droit. Oui. Il en a le droit comme tout citoyen tchadien. Mais toujours est-il qu'avant de questionner le grand dialogue et toutes ces résolutions, il faut déjà revenir historiquement sur ce qui s'est passé avant l'arrivée de Mahamat Idriss Déby. Effectivement. Et donc, si on questionne cela, on se rend effectivement compte que Mahamat Idriss Déby arrive au pouvoir contre ce que prévoit la Constitution au Tchad. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui devait remplacer le président Idriss Déby en cas de vacances présidentielles. Et lorsque des confrères, notamment Alain Foka, qui avait questionné la classe dirigeante tchadienne pour savoir le pourquoi l'arrivée de Mahamat Idriss Déby au pouvoir et non le président, je crois que c'est le vice-président de l'Assemblée nationale ou du Sénat par là qui devait remplacer Idriss Déby. Exactement. Et il était clairement répondu que le président de l'Assemblée à cette époque, je crois que c'était de l'Assemblée ou du Sénat, avait répondu clairement qu'il n'était pas en capacité de remplacer le président Déby. Il était souffrant, il avait des difficultés sur le plan de la santé. Il n'y a pas d'autre cas de mais il y avait un autre vice qui pouvait le remplacer. Mais comment le fils a pu remplacer le père? Là était toute la question. Avec 15 généraux autour de lui. Donc là était toute la question. Et donc cette question n'a jusqu'ici pas été élucidée. Et on s'est rendu compte dans la classe politique tchadienne qu'il y a quelqu'un comme Succès Masra
qui, dans ses tournées africaines, dans d'autres pays africains, a clamé et dit que ce qu'il veut et ce qu'il souhaite pour le Tchad, c'est que la Constitution soit respectée. Absolument. Et donc, on se rend effectivement compte que le fils a pris la tête du pouvoir juste après le père, en bafouant toutes les règles constitutionnelles. Et il faut non seulement pas oublier le rôle qui a été joué par la France dans cette affaire. On a vu Emmanuel Macron qui a été rapidement dépêché pour le Tchad, qui est venu adouber carrément la présence du fils d'Idriss Déby à la tête du pouvoir. C'est-à-dire que oui, effectivement, le Tchad ira à ce grand dialogue national. Mais quand on parle déjà de grand dialogue national, ça veut dire qu'en fond, il y a un problème. Il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est peut-être que déjà, la classe politique tchadienne n'accepte pas le fait que le fils d'Idriss Déby soit au pouvoir, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire que sur le plan de l'opposition, la classe de l'opposition également n'est pas unanime sur le fait que le jeu politique au Tchad est effectivement ouvert. Et ça veut également démontrer que dans le fond, il existe un malaise profond et que Idriss Déby, avec son départ, a laissé un pays effectivement fractionné, qui aujourd'hui a besoin de se refaire, aussi bien sur la classe de l'opposition que sur la classe du parti au pouvoir. Oui, alors est-ce que ce pays n'a pas besoin d'être également sécurisé et avec à sa tête notamment peut-être un général, un militaire comme Mahamat Déby? Oui, je suis un peu peiné parce que pourquoi on a toujours l'impression que en ce qui concerne les pays du Sahel, il faut toujours que des hommes en tenue arrivent au pouvoir. Non, les hommes en tenue en réalité sont faits pour être dans des, excusez-moi l'expression, dans des casernes, dans des cages, pour travailler, pour bosser et maintenir la sécurité. Et lorsqu'une junte militaire arrive au pouvoir, comme c'est le cas avec certains pays d'Afrique de l'Ouest, et notamment au Tchad, avec l'arrivée du fils d'Idriss Déby au pouvoir, qui lui aussi est un militaire, et il faut simplement dire que il n'est pas question pour eux de s'accaparer du pouvoir, non. Ils doivent ouvrir le jeu politique, permettre aux acteurs politiques de pouvoir se mouvoir effectivement et de travailler à ce que le bien-être des citoyens tchadiens soit mis au centre de toutes les préoccupations. C'est ça le but. Parce que si on n'aboutit pas à cela, ça va créer non seulement des fractions dans le pays, mais ça va créer d'autres tensions supplémentaires et ça risque de faire voir naître d'autres groupes rebelles qui vont se créer pour aller à l'assaut du pouvoir. Et bien voilà. Mais ces militaires ne sont là pour assurer la sécurité du pays. On voit au Burkina Faso le président Damiba qui avait promis de faire de la sécurité sa priorité. Mais jusqu'aujourd'hui, on constate une recrudescence des attaques du côté du Burkina Faso. Est-ce qu'il a donc, ça veut dire que bon, ces militaires-là ne servent à rien sur le plan sécuritaire? Alors, c'est quelque chose que beaucoup de militaires qui prennent le pouvoir ne connaissent pas. Le pouvoir a ses réalités que parfois les militaires ne connaissent pas. Lesquelles? Si vous pouvez nous en donner quelques-unes. Oui, il y a plusieurs réalités quand vous prenez le pouvoir, par exemple. Il y a des alliances qui sont tissées avec des grandes puissances internationales, avec des grandes puissances occidentales, dont vous, qui n'êtes pas au pouvoir, vous n'en avez aucune information. Il y a des liens qui lient les différents pays. Il y a des liens stratégiques, géostratégiques, géopolitiques qui lient un ensemble d'acteurs avant que vous n'arriviez au pouvoir. Et vous ne savez pas, par exemple, quels sont les différents accords qui ont été ficelés sur des cinquantaines d'années, sur des centaines d'années avec des puissances occidentales qui sont dans ces pays-là pour utiliser, et j'ai envie de dire, piller essentiellement les matières premières qui permettent à ces pays occidentaux de fonctionner normalement et de vivre normalement. Donc ça fait que quand ils arrivent au pouvoir, et vous savez, les militaires ont tendance à être souvent très chauds et très boueux dans leur manière de fonctionner. Ils ont parfois l'impression qu'on dirige avec le fouet, avec le marteau, alors que tout n'est pas chicotte, tout n'est pas fouet. Tout est question de technique, de stratégie, d'orientation et surtout de jeu politique. De jeu politique assez fin, assez intense, assez dense au même moment, mais avec beaucoup de caresses et de subtilité. Oh, quand vous parlez, vous regardez Ngalé qui vient de nous retrouver pour le flash, et j'ai comme l'impression que finalement vous ne parlez plus du Tchad, mais plutôt de Ngalé. Parce que vous parlez de subtilité, de caresses, de fin, de finesse et tout ça, franchement, je vous vois venir, hein, je vous connais très bien. On se connaît, bon, voilà. Allez, dans un instant, on va donc retrouver Ngalé pour le flash d'information en langue française. Je pense qu'elle est déjà dans les parages, Ngalé, avec du bon café. Il faut déposer ça là-bas. Oui, je vais boire ça après. C'est bien, vous avez pensé à moi au moins. Vous au moins pensez à moi, c'est bien. Voilà. Alors, tout de suite, voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le flash d'information avec Ngalé. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.
C'est l'instant de l'information, bienvenue. Au Tchad, on parle de plus de 1400 délégués et 21 jours de discussion pour tourner la page de la transition. Après plusieurs reports, le dialogue national inclusif qui doit permettre la tenue d'élections libres et démocratiques et également la remise du pouvoir aux civils s'ouvre samedi à N'Djamena. Au Sénégal, le principal opposant Ousmane Sonko a officialisé jeudi dernier sa candidature à la présidentielle de 2024 et accuse le président sénégalais et la France de s'allier pour l'empêcher de le faire. Devant la presse à Dakar, le chef du parti PASTEF, âgé de 49 ans, a déclaré, je cite, « Moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu et si mon parti le veut, je suis candidat à la présidentielle 2024. Personne n'est mieux placé que nous pour gagner. » Il a également ajouté que c'est parce que Macky Sall et la France redoutent son avènement que tous les jours le laboratoire tourne à plein régime en fabriquant énormément de complots. Leur objectif est donc de trouver un motif de condamnation pour empêcher ma candidature. Fin de citation. Dans l'est du Soudan, les habitants ont été surpris par les fortes intempéries. Le bilan humain est lourd. Plus de 60 personnes sont mortes depuis le début de la saison des pluies. Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs régions du pays sont touchées par ces inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes. Terminons au Nigeria, les salariés des centrales électriques ont suspendu leur grève nationale qui a partiellement plongé le pays dans l'obscurité pendant 24 heures. La grève a donc été suspendue après une réunion d'urgence avec le gouvernement qui a promis d'étudier dans les 2 prochaines semaines les demandes des grévistes. C'est la fin, mesdames et messieurs, on remet l'actu se poursuit. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Voilà, on est de retour sur ce plateau. C'est vrai qu'entre-temps, on faisait des petites répétitions pour savoir comment est-ce qu'on va rendre nos différentes rubriques. Voilà. Non, on a commencé, oui, ça c'est vrai. On a commencé le dialogue, mais c'était un dialogue exclusif parce que vous n'avez pas associé Romaric. Et il a commencé à se fâcher. Il disait que 80% du dialogue, c'est entre nous. Bon, voilà. Allez, juste pour rire et passer à autre chose. On va s'intéresser tout de suite à l'info du jour. L'info du jour, c'est avec Mouto. Il n'y a pas de transition. L'info du jour. Okay. Bon, l'info du jour de ce jour nous mène du côté du Sénégal. Eh bien, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko fait sa première sortie depuis la publication des élections législatives au Sénégal. La semaine dernière, il a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024 et accuse le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Il faut rappeler que Ousmane Sonko était également en lice lors des élections présidentielles de 2019 et était 3e. Donc cette intervention de Ousmane Sonko intervient dans la foulée des législatives du 31 juillet dernier, scrutin auquel le camp présidentiel a perdu la majorité absolue au Parlement et ne devrait bénéficier d'une majorité et d'une seule voix classée au ralliement d'un député isolé. Ousmane Sonko est actuellement le leader du parti PASTEF et maire de Singo. Tu as prononcé le nom? Ziguinchor. Voilà, Ziguinchor. J'y arrive. On va regarder l'extrait de la conférence de presse de Ousmane Sonko. Malgré tout cela, il est unanimement reconnu que l'opposition a nettement et largement gagné ces 2 élections. Nous en rendons grâce à Dieu et nous remercions le peuple sénégalais pour cette confiance placée à notre action. Mais il faut savoir avancer dans les 2 sens. S'il s'agit d'élections stricto sensu, on a fermé la double page électorale des locales et des législatives. Évidemment, il nous faut gérer les conséquences de ces élections. Mais s'il faut parler d'élections stricto sensu, il nous faut nous orienter désormais vers l'étape cruciale, extrêmement importante de l'élection présidentielle de février 2024. Il faut gérer
c'est vrai, les conséquences des élections passées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le réseau des élus locaux de l'opposition, le REL, qui frayera sa voix en dehors de l'Association des maires du Sénégal, qui est une succursale de Macky Sall. Nous allons... C'est officiel, l'opposant principal, le Sénégalais Ousmane Sonko, a présenté sa candidature à l'élection de février, l'élection présidentielle de février 2024 du côté du Sénégal. Romaric, journaliste de votre État, vous suivez l'actualité du côté du Sénégal. Ça vous réjouit, cette candidature de Ousmane Sonko? Oui. Est-ce que vous pensez aussi en même temps que Macky Sall va, puisqu'il a désormais la majorité absolue du côté du Parlement, avec le ralliement de cette coalition-là, voilà, est-ce qu'il va se présenter lui-même aussi pour un troisième mandat? Bien sûr, il va le faire. Je connais très peu de dirigeants africains qui ne sont pas assoiffés par... Donc c'est vrai qu'actuellement il est encore flou, il n'a pas encore fait l'annonce officielle. Tous le font. Tous le font. Quand il fera l'annonce officielle, vous verrez. En fait, la plupart des dirigeants africains ne rêvent que de ça. C'est-à-dire que quand ils ont surtout toutes les majorités au Parlement, quand ils ont des élus qui ne votent que pour eux et qui n'ont Dieu que pour eux, comment ne pas se représenter? Parce qu'ils savent que s'ils se représentent, c'est clair qu'ils vont remplir. Et s'ils remplissent, ça veut forcément dire qu'ils vont encore prendre d'autres années supplémentaires au pouvoir. Et que personne ne vous trompe. En réalité, c'est ceux qui ne sont pas au pouvoir qui ne connaissent pas les délices du pouvoir. Bien sûr, il y a des délices? Bien sûr, il y a d'énormes délices au pouvoir. Il faut être un homme qui a une épaisseur assez exceptionnelle pour arriver au pouvoir et avoir l'assentiment de tout son peuple et décider de quitter le pouvoir. Il faut vraiment être un surhomme à la limite. Ailleurs, vous avez des dirigeants qui n'ont même pas l'assentiment de leur peuple, mais pour qu'ils quittent le pouvoir, vous devez les massacrer. Vous devez les tabasser, normalement, pour qu'ils quittent le pouvoir. Mais oui, c'est vrai. Mais il faut dire quand même qu'il n'a plus justement l'assentiment d'une grande partie du peuple sénégalais aujourd'hui. Qui visiblement est rangé derrière Sonko. Oui, c'est vrai. C'était d'ailleurs tout l'enjeu des dernières législatives. Écoutez, c'est vrai. Créer des velléités, pourquoi pas, de Macky Sall à briguer un troisième mandat et d'empêcher de modifier la Constitution. C'est vrai. Le problème, c'est que quand vous regardez la démarche quand vous regardez la transition qui s'est faite entre Macky Sall et l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, je pense, je crois bien, vous allez immédiatement vous rendre compte que dans le jeu politique au Sénégal, Macky Sall a apporté certes une touche impressionnante, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité. Depuis le début de son mandat jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des mandats où il a été extrêmement contesté. Comme ce mandat, par exemple, qui est en train de s'achever, il y a eu beaucoup de contestations parce qu'on estime qu'il est une sorte de pion de la France qui est mis à la tête du Sénégal pour piloter un certain nombre d'intérêts français et bien d'autres. Ce que je voudrais dire, c'est que tout réside dans la volonté de Macky Sall de se présenter ou pas, de se représenter ou pas. Et je suis sûr et je suis convaincu que si Macky Sall se représente, il a de fortes chances de rempiler. Simplement pourquoi? Parce que... On a quand même une opposition qui a quand même créé carrément une coalition lors de ces législatives. On a vu carrément l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a été élu, il faut le dire, à 96 ans. En 92, il y a une coalition... à 96 ans. Et il a soutenu le jeune Ousmane Sonko. En 92, il y a une coalition qui s'est mobilisée au Cameroun et qui allait challenger le président Biya. Et on savait que le président Biya devait être out, mais aujourd'hui, c'est toujours le président Biya qui est à la tête du pouvoir. C'est pour dire que le pouvoir a ses réalités. Et j'aime à le dire, en Afrique francophone subsaharienne, il faut qu'on le dise suffisamment. En Afrique francophone subsaharienne, la plupart des pays sont contrôlés par la France. Même s'il existe aujourd'hui un sentiment anti-français, où on dit non, il y a l'indépendance ici et tout. Oui, qui est louable. Mais il faut savoir que dans le fond, la France a toujours son mot à dire par rapport aux élections présidentielles qui se passent dans tous ces pays. On ne peut pas le dire ouvertement, on ne peut pas le dire clairement, mais la France joue toujours un rôle important et capital dans ces élections. D'accord. Allez, merci Romaric, c'était l'info du jour, on a essayé de la commenter, cette info. On va continuer dans la même mouvance avec l'actualité, puisqu'on va s'intéresser aux lunes de ce jour. On met le cap sur les kiosques avec les journaux parus ce jour, qui seront revisités par Wetchou, tout de suite.
Alors, pour les unes de ce matin, en tout cas, ce qui est paru, on va commencer au Cameroun avec le Politics, qui a sa une Archange Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain. Il faut le dire, le 13 août dernier, la Centrafrique célébrait donc le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et à la une donc du Politics, on a ce titre, le peuple réclame son président, en référence notamment aux actualités du côté de République centrafricaine, où il faut le dire, et il y a une grande partie de l'opinion publique et notamment du peuple centrafricain qui a initié donc des marches pour que soit modifiée la constitution et donner une possibilité donc à Faustin Archange Touadéra de pouvoir briguer un autre mandat, lui dont les activités, on doit dire, à la tête du pouvoir sont assez donc saluées par le peuple centrafricain. Alors, une sortie, nous voulons prouver que nous sommes un peuple qui sait où il vient, un peuple qui sait où il va, un peuple qui sait ce qu'il veut. Voilà. Que veulent donc les Centrafricains? C'est à lire dans les colonnes donc, du Politics, une partie donc de cette sortie du président centrafricain du 13 août dernier. Également, entre réforme et révolution, un peu de sport donc dans le journal Le Politics. Quelques derniers remous au sein de la Fédération camerounaise de football, dont vous aurez donc teneur dans le journal Le Politics. À la suite, le quotidien Émergence, toujours au Cameroun, qui titre Maurice Kamto à Bafoussam demain. Voilà, le meeting a finalement été autorisé. Il faut le dire donc que le meeting du président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition, a finalement été autorisé et à 24 heures seulement des hostilités, la pression monte à l'ouest du Cameroun, région dont il est originaire d'ailleurs. À la suite du Cameroun, on va s'en aller du côté du Mali notamment avec maliweb.net qui titre Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko apporte son soutien à Assimi Goïta, le président de transition du côté du Mali. Il promet donc de déployer des éléments au Mali s'il est élu président de la République en 2024. Ousmane Sonko, troisième aux dernières élections présidentielle du côté du Sénégal et leader notamment du mouvement d'opposition Yewi Askan 8 qui clairement ne cache pas et d'ailleurs affirme ses intentions de se présenter aux prochaines élections, donc entend ainsi consolider les rapports diplomatiques entre le Sénégal et le Mali. À la suite, on reste dans les médias sur la toile, notamment avec Tchad Info qui revient donc sur le grand dialogue national qui se tient, ou alors se tiendra demain, ou se tiendrait, on peut encore en parler au conditionnel. Voilà, qui se tiendra peut-être dès demain, 20 août. Je suis absolument prêt pour le dialogue, a donc affirmé Mahamat Nouri, l'un des leaders de la rébellion, le général Mahamat Nouri, un autre poids lourd de la rébellion du côté du Tchad, qui lui également donc a répondu positivement à la main tendue du jeune président Mahamat Idriss Déby, voilà. Et voilà, il est le patron notamment de l'Union des forces de la démocratie et du développement, l'UFDD, qui est donc bien représenté en N'Djamena et qui d'ailleurs était signataire de l'accord de paix de Doha, signé donc par les différents chefs rebelles, près d'une quarantaine d'ailleurs, qui ont donc donné leur accord pour cet accord de cessez-le-feu du côté du Qatar. Voilà, il est arrivé et on espère bien que ça pourra porter donc des fruits. L'article est à lire dans Tchad Info. Abidjan.net qui nous parle économie, notamment marché financier. Le Mali lance un emprunt obligataire pour récolter 200 milliards de francs CFA. L'État du Mali a donc lancé un emprunt obligataire dénommé État du Mali 6,2% 2022-2023 pour lever donc le montant de 200 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africain, en abrégé bien sûr
UEMOA. La période de souscription de cet emprunt s'étend du 15 au 31 août 2022. La suite de l'article, c'est bien sûr à lire dans ce magazine online. Autre point également sur lequel on va s'attarder dans cette revue de presse. Eh ben non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais écoutez, on va peut-être applaudir Queen Kwechu. J'ai dit, hein, c'était la première. On a parlé beaucoup de la première fois que vous faites ça. Ah bon? Oui. Bah, Romaric a bien passé pour le dire. Faites... Non, laisse ça, bon, il parle. Non, personnellement, j'ai aimé. J'ai aimé parce que ça sort un peu des revues de presse classiques qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire qu'on parle un peu de 2 ou 3 sujets phares sur le Cameroun, mais les autres sujets sont focalisés, centralisés sur l'Afrique. Et je pense que ça épouse particulièrement la ligne éditoriale de ce média. Ah bah oui, voilà. Allez, on a pas dit beaucoup. Il paraît que la première fois, on n'oublie jamais. Ah oui, ça c'est... C'est vrai que les femmes... Oui, la première fois, on n'oublie jamais. Les femmes sont bien placées. Je parle de la revue. Bien sûr. Je parle de la revue. Vous n'allez pas... Cette revue restera gravée dans le Maintenant, la date de Kwechu. On est le 19 août, voilà. 2022 à exactement 11h20 Elle dira à ses enfants, la première fois que j'ai fait une revue de presse. Ouais, je l'ai fait en 2 minutes. J'étais dévouée. Et je l'ai bien fait. 2 minutes seulement. Bon, allez. Vous avez failli me faire passer au corps sportif. On va appeler M. Noubissi Wafo tout de suite pour qu'il me donne son analyse sur le sujet de ce jour. J'espère qu'il est déjà en ligne et calé depuis un point du Cameroun de M. Noubissi Wafo, analyste consultant de cette émission. Voilà, on va parler avec lui du Tchad, de cette situation au Tchad, le grand dialogue national inclusif qui va durer 21 jours. Il y a beaucoup de contestataires hein, de l'opposition qui estiment que 21 jours, c'est petit, c'est peu, mon cher Romaric. Est-ce que vous êtes d'accord avec 21 jours pour trouver des accords et organiser des élections? Oui, enfin, 21 jours pour... 3 semaines. Oui, c'est 3 semaines. Vous savez, si on ne met pas 21 jours, on pourra mettre 1 mois. Même si on met 1 mois, les gens vont toujours penser qu'il fallait mettre 2 mois. Donc, pour des consultations électorales, c'est toujours pas évident, c'est toujours pas facile. Parce que, peu importe la durée que vous allez mettre, il y a des acteurs qui vont toujours trouver que c'est des durées qui sont courtes, ou alors qui sont trop longues. Mais toujours est-il qu'il faut mettre une durée et imposer ça à la classe politique pour que tout le monde puisse s'allumer. Voilà. Il va du bien-être des Tchadiens parce que, si on dit peut-être 1 mois, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on parle de consultation politique en 21 jours, c'est 3 semaines. Et 3 semaines pour les consultations politiques, c'est pas une petite durée, c'est pas une courte durée, parce que entre-temps, la vie sociale doit continuer de se faire au Tchad. Donc, c'est pas parce qu'il y a la vie politique et des enjeux politiques qui doivent être mis en avant que la vie des citoyens va s'arrêter. Non, le pays doit continuer de fonctionner. Mais on ne doit pas mettre des durées indéterminées, on ne doit pas mettre des durées complètement incontrôlables. Non, il faut mettre des durées qu'on peut même imposer aux acteurs politiques en disant, écoutez, arrimez-vous à cela. Écoutez, au Cameroun, il y a eu combien de temps pour organiser le grand dialogue national? Je sais pas. Allez-y, dites-moi. C'était quelques jours. Quelques jours. Oui. Le grand dialogue a duré juste quelques jours, c'est vrai. Oui, c'était quelques jours. Oui. Donc là, il s'agit en fait d'une large consultation. Mais est-ce qu'on peut avoir les mêmes effets, les mêmes résultats qu'au Cameroun, par exemple? Parce que jusqu'à présent, les résolutions du grand dialogue national tardent à être appliquées. Ils n'ont pas toujours trouvé l'assentiment de toute l'opinion publique politique camerounaise. Oui, parce que l'organisation d'un dialogue national ne garantit pas toujours que toutes les résolutions seront appliquées. Ça ne garantit pas toujours. Maintenant, si on organise un grand dialogue national au Tchad pour aboutir sur les élections, il faudrait également que durant ce dialogue, que les acteurs soient francs et que tous les sujets soient posés sur la table, y compris le sujet du président actuel qui assure l'intérim. C'est-à-dire qu'il faut que ce sujet soit mis sur la table par les acteurs politiques tchadiens qui doivent insister sur le fait et la nécessité pour le président actuel qui est au pouvoir, s'il veut se représenter comme candidat, il doit entrer dans le jeu politique. Il doit revenir en tant que civil afin de faire ses classes normalement et compétir avec des autres candidats. La complexité ici, c'est que
Et c'est bien dommage de le dire, quand vous êtes au pouvoir en Afrique, notamment en Afrique francophone subsaharienne, vous avez et les appareils idéologiques et les appareils répressifs de l'État pour vous permettre non seulement de quadriller votre pouvoir, mais de permettre à votre pouvoir d'aller sur des chemins beaucoup plus positifs. Je le dis encore et je le réitère, j'ai beaucoup de respect pour les opposants en Afrique francophone subsaharienne. D'accord. Parce que c'est pas évident d'organiser une élection et de la perdre. C'est pas évident. Allez, ce qu'on va faire, Romaric, on va continuer dans un instant. Permettez peut-être qu'on puisse prendre l'analyse de M. Noumbissi Wafo. Il est journaliste, il est consultant de cette émission. Monsieur Noumbissi Wafo, bonjour et bienvenue sur For You ce matin. Merci, bonjour Renaud. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Média. Alors, monsieur Noumbissi Wafo, il ne vous échappe pas que l'actualité au Tchad, c'est bien sûr ce grand dialogue national inclusif qui commence dès demain, 20 août 2022. 21 jours pour trouver des solutions, et trouver peut-être le moyen d'organiser des élections libres, transparentes et céder le pouvoir aux civils. Est-ce que ce dialogue national a des chances d'aboutir, de réussir, de déboucher sur quelque chose de constructif, monsieur Noumbissi Wafo? Bon, il faut dire que le dialogue lui-même est parti sur des bases qui ne sont pas suffisamment stables. Et vous savez pourquoi? C'est un dialogue qui n'est pas suffisamment inclusif. Il n'est pas suffisamment inclusif parce que il y a des principaux responsables des mouvements armés, ils sont deux, je crois, qui ne sont pas concernés par le dialogue. Et vous savez, autour de Mme Bizidi, il y a comme une opération de sélection de différentes personnes qui vont prendre part à ce dialogue. Et dans une perspective comme celle-là, il est difficile d'arriver à un consensus qui soit d'envergure nationale et qui soit le socle d'un départ, d'un nouveau départ ou d'un véritable décollage démocratique du Tchad. Je vais rappeler que le Tchad, quand même, avant de dire sortait des décennies de guerre. Sous le début, on a connu une longue traversée que d'aucuns ont appelée une traversée dictatoriale. Maintenant, c'est son fils qui est là. Et on repart sur des bases qui ne sont pas des bases suffisamment solides pour conduire le pays vers de meilleurs horizons. Ce qu'il faut d'emblée souligner, Renaud, c'est que cette histoire de dialogue semble dicter de l'extérieur. Et il me semble que des initiatives qui sont porteuses, des initiatives qui relèvent de la construction nationale, doivent être des opérations endogènes, c'est-à-dire pensées par des fils du pays, doivent être les opérations les plus inclusives possibles, c'est-à-dire qui regroupent tous les enfants du pays, pour que l'intelligence de ce pays-là sorte de là en raison de son histoire, en raison de sa culture et de ses valeurs, ce qui a de pérenne pour la suite de la vie de la République. Donc, parti comme c'est parti-là, il n'est pas évident que l'on arrive à des solutions qui soient durables demain ou après-demain avec ce qui se passe actuellement au Tchad. Il y a quand même deux rebelles historiques et très, on va dire, emblématiques de l'histoire du Tchad. On fait le retour de ce côté-là. Ça témoigne peut-être de la volonté du président actuel d'ouvrir le dialogue à la rébellion aussi, parce que c'est des gens qui, par le passé, ont voulu remplacer son papa, l'ex-président Idriss Déby Itno. Oui, on peut le penser. On peut le penser. Encore faudrait-il que cette opération soit une opération sincère, que cela ne relève pas simplement des manœuvres politiciennes. Mais disons, même si elle était une opération sincère, elle serait partielle et parcellaire. Parce que la vérité, ou alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut, pour une opération comme celle-là qui appelle une construction nationale de grande envergure, il faut... Je sais pas. Allez-y, dites-moi. C'était quelques jours. Quelques jours. Oui, le grand dialogue a duré juste quelques jours, c'est vrai. Oui, c'était quelques jours. Oui. Donc là, il s'agit en fait... Il ne lève pas de simples manœuvres de l'ouverture politicienne.
pour sortir ce matin, à moins que Romaric n'ait une autre question. Monsieur Nobissoafo, est-ce qu'on n'est pas finalement trop pessimiste quant à l'issue de ce grand dialogue national inclusif au Tchad? Bon, pessimiste, en tout cas, nous essayons d'être le plus réaliste possible. Nous essayons d'être le plus réaliste possible. Parce qu'on a bien souvent vu comment ça s'est passé dans pas mal de pays. On sait comment Idriss Déby, le père, a dirigé le pays. On sait comment le fils est arrivé au pouvoir. On sait que la situation actuelle est une situation de crise. On sait qu'il y avait une disposition constitutionnelle qui ne lui permettait pas d'être au pouvoir. On sait également qu'il était dit qu'au sortir de cette transition, il ne se représenterait pas aux élections qui sont organisées. Mais il ne s'est toujours pas prononcé des chiffres. Et ça, c'est un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire que ce n'est pas toujours, ce n'est pas évident de croire au succès d'une telle opération. Vous savez, on a l'habitude en Afrique de déplacer les problèmes au lieu de les résoudre. Et j'ai le sentiment au Tchad, on est en train de déplacer des problèmes au lieu de les résoudre. Et vous savez, quand on déplace les problèmes de fond ne sont pas résolus, ils restent intacts, ils s'aggravent. Voilà. Monsieur Nobissi-Wafo, depuis un coin du Cameroun, précisément depuis Banjul, où vous savourez les délices de l'ouest du Cameroun. Un excellent week-end. On vous retrouve peut-être demain. Il y a une émission demain. Merci à vous. Et donc, merci à tout le monde là-bas en studio. Bon week-end à vous également. Au revoir et à très bientôt. Merci, monsieur Nobissi-Wafo. Alors, je posais la question de savoir si demain on a encore là. On va voir ça. Bon, c'était pareil, monsieur Nobissi-Wafo. Bon, bref, s'il n'est pas là, Romaric va intervenir. Bon, d'accord. Juste pour vous, pour pas comprendre, vous qui me regardez là, pour pas comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Allez, je pense qu'on a fait le tour de la question avec cette première partie. On va s'intéresser rapidement au flash en langue de Shakespeare avec Madame Fotso. Et on revient dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Thanks for joining us on For You Television. I am Jay Futsu. We kick off this news and brief into the Horn of Africa, where in Algeria, precisely at least 38 people has been killed and dozens more injured in forest fire that have devastated northern Algeria. Kamel Beljoud, the country's interior minister, said 24 people died in El Taf, near the border with Tunisia, as well as a mother and daughter in Tessit. Local media said at least 200 others have suffered burns and respiratory problems. Firefighters supported by helicopters were still trying to contain several blazes on Thursday, Monday. In Chad, after several postponements, the inclusive national dialogue, which should allow for free and democratic election and the handing over of power to civilians, opened Saturday in N'Djamena. The constitution was abrogated and parliament dissolved. Chad new strongman Mohamed Idriss Déby Itno, who appointed members of the government and a transitional parliament, promised new permanent institution and free and democratic election at the end of an 18-month transition, which was supposed to end in October. Emirates Airline will suspend all flights to Nigeria from September 1st. According to the Dubai-based airline, the West African country has failed to repatriate millions of dollars to his fund. The airline said it took the difficult decision in order to limit further losses, citing circumstances beyond our control. In a statement on Thursday, August 18, Emirates announced in July that it has $85 million awaiting repatriation from Nigeria, a figure it said was rising by more than $10 million every month. Now, finally, concerning the Ukraine war, United Nations Chief Antonio Guterres says he is gravely concerned about the nuclear plant in Zaporizhzhia, which is under Russian control. He was speaking after meeting Ukraine and Turkish leaders in Ukraine to discuss finding a political solution to the war. Workers at the nuclear plant say artillery strikes are becoming more powerful and call for an end to irresponsibility and madness. Guterres has called for a demilitarization of the plant, two biggest in Europe, which Russia has rejected.
on that Ukraine war note brings us to the end of this news and brief on For You Television. Stay tuned with Andrew Milactu. Voilà, si vous le trouvez seulement maintenant, vous avez raté pas mal de choses, mais le meilleur reste pour la fin, le meilleur divertissement. Parce que là, la première partie était consacrée à l'utile et maintenant place à l'agréable, parce que nous aurons des buzz dans quelques instants. Nous aurons également une communication sur le spectacle de Bendika le Rossignol et le chanteur de charme, Bendika. Voilà, alors j'annonce déjà des couleurs pour le buzz. On parlera pas de l'image de ce jour. Non. Pas possible, vous me dites pas. Oh. Plongée. Vous faites de la plongée désormais. Nous étions concentrés sur le sujet. Bon, d'accord. Donc, je reviens. On va refaire ça au montage. Hein. On va couper cette partie-là. Donc, je disais, il y a aussi l'image du jour. Hein. Il faut prévoir ça. Il y a l'image du jour, il y a le buzz du jour. Et puis, il y a une communication sur le concert de Bendika qui aura lieu le 26 août 2022. Le buzz de ce jour, juste pour donner de l'eau à la bouche des uns et des autres, on parlera de Beignet Rico, on parlera de soya et de bière. On parlera de sauce gombo, couscous maïs, avec le docteur Paulin Zombe, lui qui déconseille de manger des couscous, hein, sauce gombo, couscous maïs avec la sauce gombo, mais plutôt de la patate. Bon, en tout cas, on va en parler dans un instant, parce que pour le moment, c'est le spectacle de Bendika qui nous intéresse, avec justement la communicatrice de ce spectacle-là. Ce sera le 26 août. Bonjour et bienvenue sur le plateau de For You. Comment ça va ce matin? Ça va. Super bien. Alors, est-ce que nous avons un spot de ce côté? Non, pas du tout, d'accord. Le spot, c'est dans elle, en fait. Alors, madame, on parle du spectacle de Bendika ce matin. Ce sera le 26 août 2022. Ce sera où, quand, précisément? Bon, le spectacle, il y aura le 26. Ça serait au school. Situé où? À Aquanor. Aquanor, t'es en face de quelle En face de la station Bocon. Sans publicité, oui. Donc c'est un peu ça. La particularité du spectacle de Bendika? C'est un dîner-spectacle. Et c'est une manière de dire au revoir pour les vacances. Voilà. Et le choix a été fait pour le papa, le roi du Makossa, pour dire au revoir aux vacanciers. Oui. Il paraît qu'il ne sera pas seul ce jour-là, sur scène. C'est vrai? Oui, mais ceux qui vont l'accompagner, on ne peut pas les dévoiler ici. Pour l'instant? Oui. C'est une surprise aussi. Voilà, la nouvelle génération. Donc ce sera un spectacle 100% live. Oui, 100% live, il faut préciser. Avec Bendika, c'est jamais du playback, c'est toujours du live. Du live. Voilà. Oui. Avec son équipe et tout. Donc vous nous garantissez que tout est déjà fin prêt, parce que 26 août, c'est dans une semaine. Hein, oui, c'est dans une semaine. Effectivement, c'est pour ça que nous sommes là. C'est vendredi? Oui, vendredi prochain. Pour avoir accès à ce spectacle, quelles sont les modalités? Bon, il y a des packages, je pense que vous en avez. Et il y a des packages, 10 bières, 3 bières à 10 000. Donc, on va vous envoyer. Donc l'entrée, c'est pas l'entrée pas payante. Il y a l'entrée, voilà, disons, c'est sur consommation. C'est sur consommation. Voilà, et justement, je peux apercevoir là 10 000 francs pack simple, une personne, c'est 3 bières. Je vois pas bien, hein, vous savez. Bon, en fait, il y a des paquets différents, 45 000, pack old school, 3 personnes avec un Baileys, un Moscato, des brochettes. En tout cas, il y a beaucoup de packages. Il y a beaucoup de packages. Renseignez-vous, peut-être au numéro de téléphone que madame va donner tout de suite. Oui, justement. Il y a des numéros de téléphone? Oui, il y a les numéros de téléphone. Il y a le 693 94 19 24 qui est mon numéro à moi. Hein? Donc si on veut... Oui. Non, pourquoi vous dites ça alors? Précisez que le numéro vous appelle. Non, ça va commencer à pleuvoir là. Les gens vont vous appeler pour vous dire des choses qui n'ont rien à voir. Il y a le 699 77 12 95. Ça c'est pas pour vous. 699 78 81 36. Bon, je retiens deux numéros. 693 94 19 24 699 77 12 425. Un dernier mot pour sortir. Bon, nous attendons toute la population
des Doakwano, Bona Moussadi, Bona Priso, Bona Berry, De Douala de Douala, pour que nous venons et nous fassions du show. Et pour ceux qui sont dans d'autres capitales africaines, qui nous regardent en ce moment et qui voudraient, parce que Bendeka incarne également, je veux dire, ce qui se fait de meilleur, de beau et de bien en matière de musique africaine, ceux qui voudraient, par exemple, depuis le Sénégal, depuis le Mali, depuis le Tchad, Depuis la Côte d'Ivoire. assister à ce spectacle, qu'est-ce que vous leur dites? Mais ils arrivent au Cameroun, Tout simplement. tout simplement. Et le spectacle sera en direct sur Facebook, sur la page officielle du Hot School. Voilà. Nous serons en direct. Merci. On vous retrouve certainement dans les prochains jours pour une autre communication, peut-être Merci. ultime. Communication, merci d'être passé sur ce plateau. Et rendez-vous donc la semaine prochaine. Excellent week-end à vous. Merci, merci à vous. Voilà. Alors, Romaric, Tenda, passionné de musique, vous aussi. Bendeka, ça vous dit, ça vous tente? Oui, c'est la crème, c'est la crème. En matière de musique au Cameroun, Bendeka, c'est une figure de marque, c'est une figure de proue qui a accompagné des générations et des générations et qui aujourd'hui, par son leadership, par sa manière de faire, a permis à toute sa famille d'être justement une famille de musiciens. Je pense à Grace, je pense à Isaac, Dora, je pense à Isaac. Et tous ceux-là vont vous dire que Bendeka a eu un apport considérable et systématique dans l'évolution de leur carrière. Je pense également à une jeune révélation, Sandrine Nanga, qui a, dans un featuring très acoustique, accompagné de Grace Deka, a ébloui les internautes et les téléspectateurs au Cameroun. Et aujourd'hui, on peut voir son envolée, comment elle prend son envol. Et voilà, il y a beaucoup d'autres artistes qui ont gravité autour de Bendeka, et Daphné également, voilà, qui a été accompagné par Bendeka dans un tube exceptionnel. Et dont voilà. le titre a fait un carton, un véritable véritable succès. Voilà. Allez, l'image de ce jour, c'est tout de suite. Je vous l'annonçais en tout début d'émission que l'image du jour nous amènerait du côté du Nigeria avec une petite teinte de culture notamment. Alors Yaya Amisu Sharif, c'est ce jeune chanteur nigérian qui fait les choux gras de l'actualité tant africaine qu'internationale même. Les raisons à l'international étant qu'on est clairement dans la défense des droits de l'homme et contre la peine de mort, parce qu'il faut préciser que ce jeune chanteur avait été condamné à mort pour blasphème en 2020 et avait donc saisi la Cour suprême du Nigeria. Et le 17 août dernier, c'est-à-dire mercredi dernier, on a finalement eu décision de ce tribunal du nord du Nigeria qui n'a pas vraiment donné gain de cause donc au recours du jeune chanteur nigérien qui est donc encore et désormais donc sous le coup d'une pendaison. Oh là là. Voilà. Triste, Romaric, Voilà. que dans certains pays du monde, c'est pas une particularité de l'Afrique, la peine de mort, parce que même aux États-Unis, certains États l'appliquent encore. Bien sûr. Mais je veux dire que pour la raison que la dame a évoquée, Blasphème. Blasphème. Alors les précisions, il faut déjà dire que c'est un tribunal islamique et qu'on est dans une partie du Nigeria qui applique encore de ces règles-là. Voilà. Faut bien noter que c'est un État fédéré et que d'un État à un autre, la loi peut être totalement différente. Et donc de ce côté, c'est encore appliqué. On est en période de Covid en 2020 et ce jugement d'ailleurs avait été rendu donc par l'application Zoom. Et pourtant 3 juges de la cour d'appel de la ville de Kano donc ont rejeté donc cette requête de Yaya Missoufou, reconnu coupable. Alors pour revenir sur les faits, il faut simplement préciser qu'il a été inculpé pour avoir insulté le prophète Mahomet dans l'une de ses chansons qui avait été publiée sur les réseaux sociaux. Et tenez-vous-y bien, vous pouvez d'ailleurs le voir dans la suite des images qui découlent, ça avait fait tout un remous du côté de Kano. Il y avait carrément eu des manifestations populaires, des individus étaient descendus dans la rue pour réclamer littéralement sa tête. Aïe. Donc ça avait créé tout un remous, un soulèvement populaire de ce côté. Il avait donc été arrêté et finalement reconnu coupable. Il a de blasphème. Donc c'est clairement ça les raisons. Il a blasphémé. Il a fait recours à la Cour suprême. Oui, je pense que le jeune homme en question est musulman. Et il connaît bien quelles sont les règles, les règles de l'islam. Donc, s'il s'est prêté à ce jeu, c'est parce qu'il savait certainement sur quoi il comptait. Je sais que
dans dans l'islam, ça ne blague pas, ça ne joue pas. Lorsque vous allez à l'encontre d'une loi, notamment insulter le prophète Mohammed, chez eux, c'est plus qu'un blasphème. C'est un crime. Qu'il rende hommage à son Dieu s'il est encore vivant actuellement. Parce que si on le laisse à la vindicte populaire, je pense que la fin il serait mort, puisque sa maison familiale avait été brûlée en 2020. Donc c'est vraiment le peuple de ce côté qui avait réclamé sa tête et s'en était suivi sa condamnation. Mais toujours est-il que sur le plan personnel, je pense que c'est... Pour moi, c'est pas des pratiques très acceptables parce que la religion, c'est la tolérance aussi. Oui, enfin, la religion, c'est aussi la tolérance, mais il faut savoir qu'une vie humaine est encore plus précieuse qu'autre chose. C'est pas parce que vous insultez Jésus-Christ ou bien Dieu qu'on va vous condamner pour cela. C'est pas parce que vous... Voilà. Mais il faut également respecter les règles de sa religion. Oui, je suis d'accord, entièrement d'accord, mais il faut également savoir que au-delà de la religion, la vie humaine est sacrée. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on a dit, le plus grand jugement et le plus haut châtiment qu'on peut infliger à un homme, c'est la mort. Mais ce n'est pas un individu qui va infliger la mort à un autre. Sinon, on ne poursuivrait pas des gens pour avoir assassiné les autres. Mais quand on décide d'assassiner quelqu'un parce qu'il a insulté Mohammed, ou Jésus, ou Bouddha. Je trouve que c'est extrémiste. C'est un peu dur. On aurait peut-être dû être plus clément compte tenu de son âge. Il était âgé de 22 ans à l'époque. Il mérite d'être selon les règles, mais pas d'être tué, mais pas d'être pendu. Non, c'est pas. On n'est pas à l'époque de Malthusalem. Non, du tout. Et je pense que les droits de l'homme doivent se saisir de cela, parce qu'un jeune homme comme ça, l'exécuter, le pendre parce qu'il a blasphémé avec le nom de Mohammed et tout, je pense que c'est excessif. C'est excessif. Allez, voilà, ça ne transige pas de ce côté. Adresser nos sincères, écoutez, nos soins de courage à ce jeune garçon et puis à l'endroit des autorités religieuses et même judiciaires, de ce côté-là, peut-être un peu de tolérance, d'indulgence. On peut le condamner, ça c'est vrai, il a transgressé les lois de la religion, il a insulté le prophète. Mais l'assassiner, le pendre, ça c'est autre chose. Allez, on va se débarrasser de ces figures, ce visage triste. On va s'intéresser au buzz. On va sourire un tout petit peu, peut-être en rappelant aux uns aux autres qu'ils ont la possibilité d'appeler. On va afficher tel numéro de téléphone à l'écran. Voilà, ça va s'afficher. Le numéro ou les numéros vont s'afficher à l'écran pour ceux qui souhaiteraient appeler, parce que là maintenant vous pouvez appeler, parce que pendant toute l'émission on n'appelle pas, c'est à la fin qu'on peut appeler pour réagir sur les différents sujets que nous avons évoqués, notamment le sujet principal, le Tchad, avec ce grand dialogue national inclusif. Est-ce qu'il a des chances de réussir? On en parle avec vous, bien sûr. Le numéro ne s'affiche pas? Non, pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Allez, le buzz de ce jour. Le docteur le plus célèbre du Cameroun désormais. Ah là là. Le biologiste le plus célèbre du Cameroun. Il s'était fait remarquer, il s'est démarqué par une déclaration très forte, très choc. On s'en souvient comme si c'était hier. Regardons les images, les photos. On va aller au fur et à mesure avec la réalisation. De l'autre côté, la régie. De l'autre avec notamment le premier dossier, la première image. Il avait déclaré ceci. Beya Rico, bouilli, le repas le plus toxique. Voilà, ça avait suscité pas mal de tollé. On a vraiment la gueule de quelqu'un qui mange pas du beignet haricot. Voilà, on va regarder la prochaine image. Voilà, donc quand on regarde ce plat de beignet haricot à distance, cela relève de la junk food, du fast food, autrement dit, c'est de la nourriture poubelle. C'est pourquoi, voilà, et selon lui, les beignets haricots sont un aliment toxique. C'est le docteur Paulin Zobeux. Voilà. Après ça, on a assisté à des réactions sur la toile. Regardez, parmi les plus célèbres, vous voyez Mathias Eric Onanguini, on va sauf que manger. Et puis vous voyez en bas là, faut Diaketon. Romain peut m'aider à prononcer ça parce qu'il n'arrive pas. Oui, il s'appelle Fonzac Tompou. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. C'est le ministre délégué au ministère de la Justice. Bon, voilà, on se connaît. Qu'il aille en brousse avec ça. Bon, c'est ce qu'il a dit, on n'a rien inventé, qu'il a en brousse avec ça. Bon, les autres réactions, regardez, et là c'est Bruno Billon, journaliste, votre confrère, mon cher Romaric. Lui qui dit que celui qui dit que le BHB est toxique l'a subi certainement encore les conséquences des bruits. Il voulait simplement se faire remarquer. Autre réaction, toujours en rapport avec, voilà, là il est bien installé, Bruno Billon. Son plat de beignet. Vraiment, bon appétit mon frère. Achille Fakour, donc qui dit que le BHB est trop toxique là, il dit quoi du œuf spaghetti à
avocats, lait, sardines, haricots, viande, carottes. Oh là 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 là, non, c'est pas vrai ça. Oignons qui existent chez Autre réaction, Moutou Vado, artiste camerounais qui réside en Grande-Bretagne, affaire de BHB, buzz ou sonnette d'alarme, le débat de la nutrition vaut la peine d'être ouvert courageusement dans notre pays. Autre réaction, alors c'est pratiquement dans le même sens. Alors après ça, il est revenu, le docteur Paulin Nzobeu, avec des déclarations sur la prune, parce qu'il a estimé que pour remplacer, pour substituer, donc la prune pouvait servir de substitution au beignet haricot bouilli qui est toxique, et il conseille de manger des prunes, donc des safous, avec par exemple des melons et des patates et consorts. On va voir les images justement de ces déclarations concernant les prunes. Il demande de consommer de plus en plus de prunes, c'est la saison, il faut vous en approvisionner. Voilà, regardons les réactions plutôt de ceux-là qui... voilà, on va peut-être regarder la réaction avec la régie. Non, pas du tout. Alors, mais après ça, il y a eu les déclarations sur la sauce gombo. On va donc regarder ça aussi. La sauce gombo. Couscous maïs, sauce gombo, est-ce que c'est bon? Réaction de Dr Paulin Nzobeu avec le concours de la régie. Voilà. Le biologiste Paulin Nzobeu dit manger la sauce gombo avec les pommes ou les patates et non avec le couscous de maïs comme vous avez l'habitude de faire. Oh, c'est pas vrai ça. Et le tout, c'est grave. Romaric, réaction. Oui, en fait, je voudrais réagir par rapport à cette sortie, par rapport à ces multiples sorties de ce docteur. Je pense qu'il veut une seule chose, il veut attirer l'attention sur lui. C'est un style de communication sur Internet, je connais très bien, qui est utilisé par des coachs en développement personnel, qui veulent choquer dans leur manière de communiquer pour attirer le maximum d'attention sur eux, sur leurs produits et sur leurs services. C'est pas mauvais de dire tout ce qu'il dit, mais demander qu'on rejette automatiquement et systématiquement les repas avec lesquels nos pères ont grandi, pour ne pas dire nous. Et je pense que c'est se foutre un peu de la gueule des gens. Et je suis d'accord avec le docteur, le professeur Jean Baïbec. On va voir les réactions. Voilà, le professeur Jean Baïbec qui a dit que si ce monsieur s'amuse, on va le démonter scientifiquement. Parce qu'il ne peut pas demander aux gens de ne pas manger du haricot. Le haricot qui a de bonnes substances nutritives pour le corps. Et le beignet haricot bouilli c'est un repas consommé par tous. Qu'est-ce qu'il va donc dire de ces repas congelés qu'on nous sert à longueur de journée, de ces poulets importés que nous mangeons, que nous consommons, et nous mangeons essentiellement du glacé, qui vient des endroits que nous ne maîtrisons pas. Le haricot est cultivé au Cameroun. La farine avec laquelle on fait le maïs, il y a de la farine aussi au Cameroun. Et on sait comment nos mamans mélangent ça, on sait quelles sont les composantes avec lesquelles on fait la bouillie, par exemple. On maîtrise tout cela. Mais il dit qu'il y a trop de sucre raffiné. Oui, mais s'il veut vendre ses produits, s'il veut se faire remarquer sur Internet, qu'il le fasse de manière très subtile, pas en s'attaquant à ce qui est déjà ancré dans les habitudes des uns et des autres, parce qu'au finish, c'est lui qui va se faire démolir. Et son message risque d'être hermétique, de ne pas passer. Quand il demande par exemple de manger cela avec les pommes de terre. Avec la patate ou le gombo, la sauce gombo. C'est dénaturé le mets en lui-même. Est-ce qu'il sait ce que ça représente? C'est un mets traditionnel, c'est un mets... En réalité, dans d'autres cultures, s'il fallait appliquer la charia comme dans l'islam, il serait pendu. Non, on va parler sur ce niveau. On va rire que calmez-vous. J'ai oublié de dire que votre plat préféré, c'est du bon couscous maïs avec la sauce gombo, avec du malolo à l'aide de poissons fumés. Désormais, monsieur manger de la sauce gombo avec des patates ou alors des pommes de terre. Mais le mec se trompe. J'ai patate chaude. Alors, après ça, il a fait une déclaration encore sur le soya. Alors, franchement, le soya. Regardez. Il s'attaque à tout. Le soya. Oui, il dit que manger du soya et ensuite prendre une bonne bière bien glacée, c'est toxique. Oui, c'est pas. Là, sur ce coup, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je suis d'accord avec lui. Entièrement d'accord. Parce que la chair rouge à la base, n'est pas bonne pour nous qui consommons. Et faites une expérience simple. Achetez de la viande de bœuf, n'est-ce pas? Oui. Vous faites frire, je sais pas, vous préparez, vous faites n'importe quoi. Ou bien vous prenez la viande de bœuf tout simple. Vous jetez dans un verre, vous mettez à l'intérieur de la bière ou du coca. Quand vous allez retirer la viande, vous allez voir à quoi ça ressemble.
Non, ça veut dire que c'est ce que nos intestins subissent aussi. Oui, bien sûr. Parce que ça entre dans notre organisme. Sur ce coup, il n'a pas tort. Sur le plan. Mais Sur le plan là, alimentaire. c'est cuit, ça passe dans l'œsophage, comme si on le consommait. on a fait un peu de sciences aussi à l'école. Hein. Voilà. Dans l'œsophage, quand nous consommons, il y a des enzymes qui se mêlent un tout petit peu à ce que nous avons consommé. Oui, mais, et qui... mais scientifiquement, tous les médecins vous diront que la chair rouge n'est pas déjà bonne pour la consommation de l'homme. Avant qu'il y ait Parce que- médecin, je crois que ça se consommait. Hein. Je pense qu'on Bon, oui, en fait, il faut écoutez. dédramatiser la chose. À Non, chaque non, c'est- non, il culture, n'est pas- il n'est presque pas- son intoxication Non, il n'est pas question- alimentaire. il n'est pas On question de irait en dramatiser. Chine quand vous dirait qu'il y a des choses, mais ils en mangent, on se demande Des bien souris, comment des est-ce qu'ils font grenouilles. pour Non, il n'est vivre pas- avec il de n'est pas cela. question de Vous voyez, dramatiser quoi que ce soit. parce que C'est la raison pour laquelle. Voilà La votre bourse- famille, Romaric. la bourse Peter africaine- Turner, le comédien, qu'on boit la bière après avoir mangé le soya, donne le diabète. Nous sommes donc officiellement plus diabétiques les pétroliers. Mais autre réaction, allons-y rapidement, s'il vous plaît, à la régie. Là, c'est Jean-Roland Wadmou, c'est un internaute. Pardon, arrêtez-le avant qu'il ne commette davantage. Ouais, c'est pas possible ça. Romaric, qu'est-ce que vous pouvez aussi? Oui, non, honnêtement, Ça veut dire que- moi personnellement, ça veut dire que je si on- je suis non consommateur. Je ne consomme pas d'alcool. Ah bon? Oui, absolument, je ne consomme pas d'alcool. Parce que j'estime que pour moi, pour mon propre corps, l'alcool me met dans un mauvais état. On n'a pas besoin de démontrer ça scientifiquement. Quand vous prenez une bière et vous sentez toutes les pulsions de votre corps monter, vous êtes mal à l'aise, vous avez des fourmillements et tout, personne n'a besoin de vous dire que ce n'est pas une substance qui va avec votre corps. Peut-être l'excès. Hein. Non, pas d'excès, non. De l'alcool, c'est pas juste dans les Ça dépend bières. aussi de Même dans du l'organisme. vin de palme, du vin de Non. raffia, il y a de Bon, l'alcool. Il y en a qui Je veux dire. il y en a qui prennent une seule bière et qui se retrouvent dans un sale état. On est d'accord? Oui, Voilà. effectivement. Donc, Oui. si quelqu'un... Ça dépend des organismes. Ça dépend des Voilà, organismes. ça dépend Et des il faut organismes. également savoir, parce que c'est vrai que les boissons qu'on nous vante sont des boissons qui respectent un certain nombre de normes sur le plan de la consommation et autres. Mais on va toujours vous dire que consommer de l'alcool peut être nocif pour la santé de l'homme. Pour chuter, Romaric, pour sortir de ce sujet concernant le docteur Paulin Nzobe, il parle aussi du poisson brisé. Le poisson brisé. Il a Poisson aussi brisé. Alors là, Regardons. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je vais peut-être commencer par ici. Poisson brisé, il dit que la consommation excessive, bon, poisson brisé est déconseillé. Vous aimez du poisson brisé? Vous aimez manger du poisson Alors, brisé? s'il a parlé du poisson brisé, Là, j'ai alors- envie de lui dire d'aller se faire foutre. Non, on va pas dire Non, ça. On comprend clairement ses intentions On va de dire se ça.